La mairie de Bordeaux endommagée par un attentat à l'explosif. Pas de revendication pour l'instant d'un attentat qui semble viser symboliquement Alain Juppé, le maire de cette ville. Ouverture en ce moment même à Erez des négociations israélo-palestiniennes destinées à sauver le processus de paix. Jean-Paul II hospitalisé ce soir à Rome. Le pape devrait être opéré mardi officiellement d'une appendicite. Victoire française au prix de l'Arc de Triomphe. Elicio monté par Olivier Pellier. Madame, Monsieur, bonsoir. Jean-Paul II a annoncé lui-même aux pèlerins rassemblés place Saint-Pierre qu'il allait être hospitalisé ce soir. Le pape a demandé aux fidèles de l'accompagner de leurs prières. À Rome pour France 2, Alain Chalvron. C'est le pape lui-même qui avait choisi cette date pour son hospitalisation. Il voulait auparavant mener à bien une affaire qui lui tenait à cœur, la béatification de 13 de ses compatriotes polonais martyrisés par les orthodoxes russes. Chose faite ce matin devant 30 000 pèlerins venus pour la plupart de Pologne ou d'Ukraine. Au terme de cette cérémonie, au cours de laquelle il est apparu fatigué, absent, préoccupé, il a annoncé lui-même son hospitalisation. Ce soir, je vais entrer à l'hôpital pour une intervention chirurgicale. Et je vous demande de m'accompagner de vos prières. Appel reçu 5 sur 5 par les fidèles qui se sont massés dès le début de l'après-midi à l'hôpital Gemelli, à côté des journalistes accourus du monde entier. Une chambre, un bureau, un salon et une chapelle ont été installés pour lui au 10e étage. Demain, Jean-Paul II devrait subir une série d'examens et mardi, il sera opéré officiellement pour une appendicite. Personne, ni en Italie, ni en France, ni en Amérique, croit à l'histoire de l'appendice. Alors je n'ai pas vu, disons, le dossier clinique du pape, mais je dois dire en conscience que beaucoup de gens à l'intérieur du Vatican m'ont dit que c'est probable que le pape a une tumeur. Appendicite, tumeur ou autre chose, qui sait si on ne saura jamais la vérité. Les médecins en tout cas se veulent rassurants. Le pape, disent-ils, devrait sortir dès samedi, si tout va bien. Alain Juppé réunira demain matin à l'hôtel de Matignon les ministres concernés par la lutte antiterroriste après l'attentat de cette nuit contre la mairie de Bordeaux, la ville dont il est le maire. Un attentat qui n'a fait que des dégâts matériels et qui n'a toujours pas été revendiqué, mais les spéculations vont bon train sur une éventuelle piste corse, mais rien n'est prouvé. Reportage François Privat, Bernard Bonheur. Les salons d'honneur de la mairie de Bordeaux fortement endommagés par une explosion d'origine criminelle la nuit dernière, de quoi attirer badauds et curieux d'un dimanche après-midi. Je vois pas ce qu'ils cherchent, ils ont détruit un bâtiment, inutilement. On n'habite pas loin, pourtant on est venu, on fait une balade, c'est sûr. Je trouve que c'est un acte de lâche et barbare, et j'espère qu'on réussira à savoir qui a fait ça. Dès le milieu de la matinée, la visite du Premier ministre et maire de la ville Alain Juppé, visiblement choqué. Hier dans ce salon, il présidait une réunion avec l'ensemble des élus de la municipalité. C'est vraiment avec un sentiment un petit peu d'indignation, bouleversé, que je vois qu'on s'attaque à de tels symboles. Mais le symbole, c'est vous quand même, que vous visez au travers de cet attentat. Pas que je sois me laisser intimider, vous le savez. Il faut que force reste à la loi face à de tels gestes. L'attentat, perpétué hier soir peu avant minuit, n'a pas fait de victimes. La déflagration a secoué tout le centre de Bordeaux. Plusieurs dizaines de fenêtres ont volé en éclats. Une énorme explosion. L'appartement où j'habite au premier étage a tremblé. Mon verre, je finissais de dîner. Mon verre de vin, un verre à pied, s'est renversé. Autant vous dire que ça a été quand même violent. On dirait comme une bombe, quoi. Moi, j'ai fait la guerre à l'Afrique et je sais comment ça fait. Bon, comme une bombe d'une bazooka, quoi. Selon les premières constatations des policiers, la charge explosive a été placée à l'extérieur du bâtiment, sur le perron de la mairie, côté jardin. Un jardin public qui ferme ses portes chaque soir à 20 h. Polémique sur la sécurité autour du bâtiment, alors que l'attentat n'est toujours pas revendiqué. Il est impossible dans l'état de vous dire quelle est la nature de l'explosif utilisé. Il faut des analyses qui vont durer 2 ou 3 jours. Quant à la méthode de mise à feu également, nous ne la connaissons pas à l'heure où je vous parle. Ce soir, les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse. La piste basque tout d'abord, au moment où l'on constate un net regain de tension dans les milieux autonomistes côté espagnol. L'hypothèse corse, alors que la trêve avec le FLNC touche à sa fin et que les rapports Premier ministre indépendantistes n'ont jamais été bons. Enfin, troisième possibilité, celle d'un acte isolé mené par un syndicat, paysan ou commerçant
Bon nombre d'entre eux se sont montrés particulièrement menaçants à l'égard d'Alain Juppé ces derniers jours. Réaction ce soir d'Alain Juppé, l'État ne peut céder face au terrorisme et ne doit pas se laisser intimider. Le Premier ministre s'est refusé à d'autres commentaires car la justice est saisie. Un attentat qui a provoqué des réactions unanimes dans les rangs de l'opposition. Le socialiste Lionel Jospin a adressé un message de solidarité et de sympathie à Alain Juppé et le communiste Robert Hue a lui aussi condamné avec la plus grande force cet attentat. En ce moment même, à Erez, une petite bourgade située à la frontière entre Israël et Gaza, débutent des négociations tout à fait cruciales pour tenter de sauver le processus de paix après la vague de violence de la semaine dernière qui a fait, je vous le rappelle, au total 83 morts. Négociations sous l'égide des États-Unis. Le secrétaire d'État, Ron Christopher, est sur place. Aujourd'hui, il a rencontré successivement Benjamin Netanyahou, puis Yasser Arafat. Nous retrouvons en direct d'Erez notre envoyé spécial, Charles Anderlin. Charles, bonsoir. Tout à l'heure, le Premier ministre israélien exprimait son souhait de conclure en peu de temps. En fait, ces négociations s'annoncent tout de même assez longues. Elles s'annoncent très difficiles, en effet. Les Palestiniens ne veulent pas entendre parler d'autre chose que de l'application rapide sur le terrain des accords déjà conclus. Les Israéliens, M. Netanyahou, veut un certain nombre de modifications, notamment pour le redéploiement des forces israéliennes de Hébron. Tout cela se passe sous l'égide des États-Unis qui espèrent qu'il n'y aura pas de crise grave, au moins jusqu'à l'élection américaine au début du mois de novembre. Alors tout à l'heure, Warren Christopher a appelé Israël à appliquer les accords conclus à Oslo avec les Palestiniens. C'est en quelque sorte une pierre dans le jardin de Benjamin Netanyahou. Oui, officiellement, publiquement, les Américains font patte de velours avec M. Netanyahou. Dans le privé, les diplomates américains sont très durs. Ils accusent le Premier ministre israélien de n'avoir pas tenu parole. M. Netanyahou aurait promis au mois de juillet à Washington au président Clinton de ne pas lui faire de surprise. Or, il ne l'a pas informé de l'ouverture du tunnel à Jérusalem, ce qui a provoqué la grande crise au Proche-Orient. En privé, les diplomates américains sont très durs à l'égard de M. Netanyahou. Alors, dernière question, vous le disiez tout à l'heure, les Américains servent en quelque sorte de chaperon pour ces négociations. Est-ce qu'ils sont là uniquement pour accélérer le processus? Ils veulent surtout éviter un nouveau éclat de violence au Proche-Orient. Ils veulent éviter la grande crise. En tête de l'agenda de M. Clinton, s'il est élu au lendemain de l'élection au mois de novembre, c'est bien entendu le Proche-Orient. D'ici là, les Américains, l'administration américaine ne peut pas s'occuper de la région et Dennis Ross, le diplomate américain, suivra ces négociations en qualité de nourrice, en qualité de babysitter des Israéliens et des Palestiniens. Merci beaucoup Charles Anderlin. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour le dernier journal, vers 23h30. En Belgique, les enquêteurs chargés de l'affaire Dutroux fouillent depuis avant-hier une galerie souterraine à Jumet sur les indications de Marc Dutroux qui a qualifié cet endroit d'intéressant. Reportage Marianne Mas, Vincent Guérin. Ici, c'est intéressant. Il aura suffi de ces quelques mots de Marc Dutroux pour relancer la machine des recherches à Jumet, près de Charleroi. C'est cette fois dans une ancienne galerie de mines que se concentrent les fouilles. Une galerie près de laquelle Dutroux avait séjourné il y a une dizaine d'années dans une caravane. Vendredi, il est revenu sur les lieux pour préciser l'endroit aux enquêteurs. Il était donc accompagné d'autres véhicules qui le protégeaient, donc des personnes armées avec des mitraillettes. D'importants moyens techniques et humains ont été mis en œuvre. Les fouilles sont rendues difficiles par la physionomie de la galerie très basse et très peu aérée. Les équipes de la protection civile et de la division d'identification des victimes se relaient à l'intérieur pour étayer, déblayer et tenter de déceler le moindre indice, la moindre chose suspecte, un éboulis par exemple. Il y a des endroits donc qu'on pourrait considérer comme suspects parce que ça a été fait donc ce n'était pas des petits éboulements ou quoi, ou bien des tumulus qui étaient là, qui étaient donc naturels, si vous voulez. Combien d'endroits? Quand? Donc, ou depuis quand? Ça y était, ça on ne sait pas. Pour le moment, on en sait beaucoup plus sur la géographie du tunnel que sur ce qu'il pourrait receler. Ici, c'est intéressant. La petite phrase de Dutroux est toujours le seul indice dont disposent les enquêteurs. Les recherches vont désormais se poursuivre 24 heures sur 24. Dans notre série, on vit une époque formidable. En Angleterre, bon nombre de magasins vidéo proposent un CD-ROM américain intitulé Schoolyard Slaughter, massacre dans la cour de l'école, un jeu, si on peut employer cette expression, qui rappelle tristement le massacre de 15 écoliers par un tueur fou en Écosse, même si ce CD-ROM a été mis en vente avant ce drame. Reportage de notre correspondant Étienne Lénard.
Avec Massacre dans la cour d'école, on a sans doute atteint le summum de la bêtise. Ce jeu vidéo, vendu par catalogue en Grande-Bretagne depuis 1 an, simule un tireur qui doit abattre ses enfants traversant une cour de récréation en courant. Le catalogue avide de détails précise même que seuls les coups dans la tête comptent pour marquer des points. Nous sommes horrifiés. C'est un délit de vendre ou de distribuer sans autorisation un jeu vidéo d'une telle violence. C'est un délit très grave. Vous risquez, si vous l'utilisez, 2 ans de prison et une amende très lourde. Si l'émotion est grande, c'est qu'en matière de violence dans les cours d'école, les Britanniques n'ont malheureusement pas besoin de jeux vidéo. Tout le monde ici garde en mémoire le massacre de Dunblane en Écosse l'année dernière. 15 enfants et leur maîtresse avaient été abattus par un forcené. Depuis, une association s'est créée et ses responsables demandent immédiatement l'interdiction de ce jeu. C'est vraiment terrifiant qu'un truc comme ça soit en vente. Même s'il n'y avait pas eu le massacre ici à Dunblane, j'aurais été horrifié. Compte tenu de ce qui s'est passé, c'est encore pire. Un grand nombre de copies de ce jeu existent déjà. Elles circulent sur le marché. Il faut que les gens soient vigilants et vérifient ce qu'on vend à leurs enfants. L'éditeur du catalogue a présenté des excuses tout en reconnaissant qu'il était sans doute désormais trop tard pour contrôler la diffusion d'un jeu qui en l'espace d'1 an a pu être reproduit clandestinement à des centaines d'exemplaires par les particuliers. Nouvelle escalade dans la véritable guerre que se livrent depuis des mois, sinon des années, en Scandinavie, 2 clubs de motards rivaux avec l'attaque au bazooka par les Bandidos contre un club des Hells Angels à Copenhague. 2 morts, 19 blessés. Florence Boukia. Contre les Hells Angels, les anges de la mort, les Bandidos n'ont pas lésiné. Des roquettes anti-chars tirées des toits des immeubles voisins sur le quartier général des Hells Angels, en plein Copenhague. Bilan de cet épisode sans précédent entre les 2 bandes de motards, 2 morts et 19 blessés. C'est une véritable guerre que se livrent donc aujourd'hui ces 2 ennemis. En 2 ans, la bataille a fait 8 morts et plus de 60 blessés au Danemark et en Suède. Une guerre pour le contrôle du trafic de drogue en Europe du Nord. Les Hells Angels se sont implantés au Danemark en 1980, mais les Bandidos, apparus en 1993, menacent à présent leur territoire. En 1 an, la police danoise a saisi chez les 2 bandes plus de 300 armes volées dans les dépôts des armées suédoises et danoises. Selon elle, ni la bande des Hells Angels, ni celle des Bandidos ne se soumettra. Visiblement démunis, le Danemark pense interdire les clubs de motards dans les quartiers d'habitation, histoire au moins de protéger un peu la population de cette lutte sanglante. Violence toujours avec ces statistiques en provenance de Moscou qui indiquent une montée constante de la criminalité en Russie avec 15 000 assassinats dans les 6 premiers mois de cette année. Ces temps-ci, se lancer dans les affaires, même à petite échelle, c'est une aventure à haut risque, comme en témoigne ce reportage de nos correspondants permanents Dominique Derda et Eric Messi. Il s'appelait Nikolai Dubovski, il avait 45 ans. Un tueur à gages l'a abattu d'une balle en pleine tête. Réunis autour de son cercueil pour un dernier hommage, les 650 employés du Sovkhoz qu'il dirigeait. Une ferme d'État devenue coopérative privée après la chute du communisme. C'est grâce à lui que l'exploitation avait réussi à survivre au bouleversement politique. Grâce à lui que les salaires, plus élevés que la moyenne, étaient bien versés à la fin de chaque mois. Dès le début des années 80, en plus des fruits et légumes, le Sovkhoz de Matveyevski se lance dans les boissons gazeuses, la réponse soviétique au Pepsi et autres colas qui débarquent sur le marché. Il y a 4 ans, le directeur de la coopérative s'associe à un entrepreneur français. Les 2 hommes ne manquent ni de projet ni d'ambition. Ils espèrent bientôt passer de 15 000 à 300 000 bouteilles par jour. Un succès qui pourrait faire des jaloux, surtout dans ce pays où les différents commerciaux se règlent le plus souvent à la Kalachnikov ou la voiture piégée. Mais pour Bernard Derrien, c'est ailleurs qu'il faut chercher. La principale piste, c'est les gens qui veulent acquérir du terrain qui appartient au Sovkhoz, qui représente 500 hectares à 20 km de la Place Rouge. Et j'ai vu moi-même des jours des gens qui venaient, des gros bras, qui demandaient à tout le monde de sortir du bureau de mon associé, et lui demandant du terrain. Et sinon, sinon entre guillemets, il pouvait y avoir beaucoup de choses, quoi. Dans cette banlieue résidentielle à l'ouest de Moscou, les terrains se négocient à prix d'or, parfois plus d'1 million de francs l'hectare. Ici, on construit un casino, là une datcha pour quelques nouveaux riches. Dubovski était du genre têtu, il refusait de vendre les terres de la coopérative et ignorait les menaces. Il n'avait pas de garde du corps. Il pensait que quelqu'un comme lui n'en avait pas besoin. L'enquête en une semaine semble-t-il n'a guère avancé. Les policiers russes ont d'autres soucis plus immédiats.
Un inspecteur qui gagne 700 francs par mois est parfois obligé, après une journée de travail, de trouver un autre emploi, d'aller décharger des wagons par exemple, toute la nuit. Sinon, s'il ne peut pas vivre décemment, alors je vous laisse imaginer à quel point il se passionne pour son enquête. Au cours des 6 premiers mois de cette année, on a recensé en Russie plus de 15 000 assassinats ou tentatives d'assassinat. Banquiers, hommes d'affaires, entrepreneurs, petits ou grands en sont les principales victimes. L'homme qui ce matin-là attendait en bas de chez lui, Nikolai Dubovski, a dû toucher pour son travail entre 5 et 10 000 francs. C'est le tarif habituel pour un travail sans risque. Invité tout à l'heure de l'émission 7 sur 7, Alain Juppé estimait qu'il n'y avait aujourd'hui aucune raison de procéder à des législatives anticipées. De la même manière, le Premier ministre ne voit pas l'utilité d'un remaniement et encore moins de son départ de Matignon. Quand on est dans des difficultés, qu'est-ce qu'on fait? On quitte son siège parce que c'est difficile, hein? On s'en va. Voyons, c'est pas mon tempérament. Moi, je crois que ce que je fais est bon pour les Français, bon pour la France. C'est pas de l'entêtement. Je suis très ouvert, j'écoute. S'il y a d'autres solutions, je suis prêt à les examiner, je suis prêt à discuter, et nous le faisons. Il est normal que la majorité, d'ailleurs, soit diverse. C'est pas nouveau. Quand vous remontez dans l'histoire de la République, de la 5e, pour nous en tenir à celle-là, vous verrez que ça s'est toujours passé comme ça. Je lisais récemment un échange de correspondance entre le président Pompidou et Michel Debré, qui m'a montré que la majorité était bien turbulente. D'abord, c'est pas de la turbulence, c'est tout simplement du foisonnement d'idées. C'est normal, je le répète, j'écoute. Mais je n'ai pas vu émerger jusqu'à présent une politique différente de celle que nous menons, qui serait de nature à produire de meilleurs résultats. Invité à midi de l'émission Polémique sur France 2, Philippe de Villiers a accusé Alain Juppé d'être le premier pourvoyeur du Front National car il fabrique tous les jours des déçus de la majorité. Fin de citation. De très nombreux Français ont passé aujourd'hui un dimanche savoureux, nom de l'opération lancée par les animateurs du mouvement de la flamboyance. Plus de 800 institutions pour personnes âgées ont en effet organisé aujourd'hui dimanche une sorte d'opération portes ouvertes. Reportage dans le 12e arrondissement de Paris, Marie-Hélène Bonneau, Jean-Louis Melin. Chocolat. Vous en mangez souvent? J'aime bien ça. Reconnaître les odeurs de la vie quotidienne, c'est comme un jeu, mais il permet d'entretenir la mémoire. On perd beaucoup de choses avec l'âge, petit à petit. On ne s'en aperçoit peut-être pas tout de suite, mais un jour on se dit, ah oui, dans le temps, je faisais ça, je connaissais ça, et aujourd'hui je suis... Leurs meilleurs moments, ils les ont racontés dans ce grand livre. 2 pages pour chacun, avec des photos, des textes, des dessins. Quel est votre meilleur souvenir sur la musique? Sur la musique, ma rencontre avec Billie Holiday, la chanteuse. Et pour les familles, c'est aussi l'occasion de connaître encore un peu mieux les siens. J'ai ma mère qui est ici depuis 18 mois à peu près. Et c'est elle qui a fait ce tableau? Eh bien oui, je le découvre. Et oui, des dons se révèlent. Tu triches? Non, je triche pas. J'ai touché et j'ai été curieuse. L'éveil des sens, comme ici, le toucher fait l'objet d'un parcours ludique à travers l'établissement. Autre étape, une rencontre avec les élèves de l'école Boulle. Le travail du bois, pour certains, toute leur jeunesse. J'étais garnisseur, surtout. Et ça vous manque? Ah oui, alors. Ce dimanche, à la maison de retraite, le temps a passé un peu plus vite que d'ordinaire. Pourtant, cette journée, les pensionnaires la préparaient, pour certains, depuis 4 mois. Beaucoup de familles, mais aussi de provinciaux, aujourd'hui dimanche au Mondial de l'Automobile, porte de Versailles. L'occasion pour les enfants de frissonner dans des petits bolides et pour les parents de tester les 4x4. Reportage Patrice Velay, Christian Leroux. En famille, au salon de l'auto, les Carliers ont quitté les Vosges hier pour le pays du 4x4. Un plaisir pour leurs enfants, une découverte toujours renouvelée. Avant le test grandeur nature, ici chaque constructeur propose ses services. Descendez, on va voir un autre. Nous avons une grande famille, nous avons besoin d'un grand véhicule hein, qui a également beaucoup de sécurité. Et vous voulez éviter le côté minibus Ah oui, surtout le côté minibus. C'est parti, les frissons du Dakar, mais sans les risques ni les kilomètres. Ça bouge? Ça bouge même beaucoup, non? On se trouve en configuration de pilotage dans les dunes de sable.
Allez, accrochez-vous, c'est parti. Pareil. Ouais. C'est une pente à 38%. Elle est très courte. Et tout de suite la descente. Pour les carliers, l'expérience n'est pas toute nouvelle. Depuis des années, ils ont choisi ce moyen de transport. Nous, quand on fait un petit peu de tout-terrain, on ne détruit pas la nature, on ne détruit rien, on se promène avec les enfants, on voit beaucoup d'animaux sauvages. C'est un petit peu un retour aux sources, motorisé c'est vrai, mais ça nous fait de belles balades familiales, de belles photos et puis de bons souvenirs. Pour les enfants aussi, c'est le salon du 4x4, enfin du mini 4x4. À 13 ans, Audrey tient ici son premier volant, 2 tours de piste seulement, car il y avait aujourd'hui au moins 1 heure d'attente pour quelques minutes de pilotage. 13 équipages ont pris ce matin le départ du 14e rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Ces passionnés d'aviation vont refaire en quelque sorte le parcours qu'empruntaient il y a maintenant 70 ans les lignes de l'aéropostale sur lesquelles se sont rendus célèbres Saint-Exupéry, Mermoz et autres Guillaumet. Une aventure que suivent pour nous Christophe Larocca et Xavier Arias. Ils s'apprêtent à revivre l'aventure la plus folle des années 20. Celle d'une poignée d'hommes qui avaient juré coûte que coûte de faire passer le courrier de Toulouse à Dakar en quelques jours grâce à une invention révolutionnaire, l'avion. Pour réaliser ce tour de force, 121 hommes perdront la vie. Presque un mort tous les 100 km sur la ligne qui reliera bientôt Toulouse à Santiago du Chili. Car Pierre Latécoère a confié cette entreprise à un homme à la poigne de fer, Didier Dora, qui ne tolérait de ses pilotes aucune faiblesse, comme s'en souviennent les rares survivants. Il n'y aurait pas eu un homme comme M. Dora, d'une sévérité, tout le monde avait peur, tout le monde critiquait. Mais on n'aurait jamais parlé de l'aéropostale, et je ne suis pas le seul à raconter ça. Car si Didier Dora était tyrannique avec ses pilotes, c'est aussi lui qui a forgé les Mermoz, Saint-Exupéry et autres Guillaumet. C'est sur leurs traces que les 14 équipages de ce rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal espèrent passer pour faire un peu partie de la légende. Bien sûr, ça évoque à tous les pionniers de l'aviation, Mermoz, Saint-Exupéry. Le trajet est un trajet fabuleux. Je pense que tous les pilotes privés rêvent un jour ou l'autre de faire ce trajet jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. On va voir des choses que Saint-Exupéry, Mermoz ont vues il y a 70 ans, qui sont pratiquement inchangées, à part les villages où on va se poser et qui ont une démographie assez galopante maintenant. Mais à l'époque, le désert était à peu près le même, et donc on va revoir ces mêmes paysages, 70 ans après. Ces images d'immensité, les pilotes ont pu les revoir en longeant la côte du Roussillon. Et même en atterrissant, ce soir à Alicante, certains avaient l'impression d'avoir déjà un pied dans le désert. Et vous pourrez suivre tous les jours l'avancée de ce rallye aérien dans notre journal de 13 h. Le dicton du jour à la Saint-Bruno, c'est le triomphe des genoux. C'est en effet le plus jeune des 16 pur sang au départ, Elisio, qui a remporté cet après-midi le prix de l'Arc de Triomphe, associé au plus jeune jockey du peloton, Olivier Pellier, 23 ans. C'est un avantage de 5 longueurs que ce poulain français, monsieur, a de bout en bout surclassé une opposition surtout venue d'outre-Manche, d'où la déception de très nombreux Britanniques qui étaient aujourd'hui sur l'hippodrome de Longchamp. Reportage Françoise Ballet, Alain Lancaccio. Pour leur passion des chevaux, ils n'ont pas hésité à quitter leur île. Ladies et gentlemen sont venus élégamment soutenir les meilleurs chevaux de leur pays dans le Grand Prix de l'Arc, c'est la tradition. Je suis venu pour une belle journée de course et j'espère bien gagner. Nous avons parié sur Elisio, le cheval français. Et s'il gagne, nous pourrons acheter une bague de fiançailles. Une coupe de champagne, puis 2 avant la course, qui ne durera que 3 petites minutes. Et c'est le français Elisio qui remporte le prix. My God, ils n'en reviennent pas. J'aurais dû parier sur Elisio, je voulais soutenir un cheval anglais, peut-être l'année prochaine. Je parierai sur un cheval français. Je suis écossais. Vous avez gagné? Oui. Ils n'ont pas pris de risque, ces Écossais. Ils ont parié sur le favori. Et bon joueur, les sujets de Sa Majesté poussent la chansonnette en français.
Tennis, le russe Evgeny Kafelnikov a remporté cet après-midi le 11e titre de sa brillante carrière en s'imposant assez facilement face au français Arnaud Butch en finale du tournoi de Lyon. Déjà vainqueur cette année de Roland Garros, le russe 5e joueur mondial s'est donc logiquement imposé en 2-7, 7-5, 6-3 en 80 minutes de jeu. En cyclisme, c'est l'Italien Minali, déjà vainqueur l'an passé, qui a remporté la 90e édition de Paris-Tours. Au championnat du monde d'apnée organisé ce week-end, épreuve de descente en mer. Reportage à Villefranche-sur-Mer, Yasmina Farber, Vigile Lado. Pour la première fois, 30 apnéistes se retrouvent embarqués au même moment sur le même bateau. Dans la rade de Villefranche-sur-Mer, l'heure n'était pas au record de profondeur solitaire, mais aux épreuves par équipe. Top compétition à tous les bateaux, top compétition départ du premier apnéiste. L'épreuve se joue en poids constant. Le plongeur descend et remonte à la seule force de ses palmes. Chacun a fixé sa profondeur. Il doit l'atteindre pour que son équipe marque des points. Chez les Français, la quête des profondeurs se jouait en monopalme. C'est très félin, c'est aquatique, c'est super beau. Donc évidemment, moi quand je descends, je suis assez musculeux de nature. J'ai pas un superbe esthétique, mais moi je sens une glisse bien meilleure. Les apnéistes ne sont pas descendus plus bas que 55 mètres, 18 mètres de moins que le record en poids constant. Un peu frustrant pour certains, mais côté italien, tout le monde a oublié l'envie de performance. L'esprit d'équipe a permis d'emporter la compétition. La paquette. Que l'apnéiste c'est un peu solitaire, c'est pour ça, mais il y a beaucoup de monde qui aime l'apnée, qui aime plonger. L'apnée c'est pas seulement les records, la pêche sous-marine, l'apnée c'est aussi mettre les palmes, la combinaison, le masque et plonger. Il y a beaucoup de monde qui aime faire ça. Umberto, l'un des meilleurs de la discipline, n'a pas fait honneur à la Grande Bleue. L'Italien a préféré rester l'entraîneur en surface. Mais pour tous les autres plongeurs amateurs, ce championnat du monde était l'occasion de jouer les hommes dauphins comme des sportifs professionnels. On ne quitte pas tout à fait l'apnée avec le dicton cinématographique du jour à la Saint-Bruno, honneur à Jean Reno. Oui, je sais, c'est un peu la fatigue du week-end. Le héros du Grand Bleu est en effet la vedette avec Patrick Bruel du Jaguar, le nouveau film de Francis Weber, le réalisateur de La Chèvre, des Fugitifs ou encore des Compères. Dans Le Jaguar, deux hommes que tout sépare vont se retrouver embarqués dans une même aventure. Reportage Nicole Cornu-Langlois, Éric Georgiou. Tengo miedo. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a peur. Ouais, ben moi aussi. J'aime pas cet endroit. Taisez-vous. Alors, pas du tout. Vous aviez dit que ces guerriers nous protégeraient. Ils sont où, ces guerriers? Cette scène se passe en Amazonie. Et si Jean Reno et Patrick Bruel se trouvent dans cette situation périlleuse, c'est parce qu'un jour, ils ont pris ensemble l'ascenseur dans un palace parisien. Ah non. Ah non. Hein? Ah non, déconne pas. Ah non, arrête. Ah, je veux pas. La vie de cet insouciant joueur va basculer grâce à la rencontre avec cet Indien. Et ben voilà une bonne chose de faite. C'est très étonnant ce qui vient de se passer. Pourquoi? Vous êtes le premier homme blanc auquel il s'intéresse depuis le début du voyage. Pour créer ce Wanu, Francis Weber s'est fortement inspiré de l'histoire de Raoni, transplanté par Sting dans un univers urbain parisien. Il vous demande d'aller chercher son âme dans la forêt. Pardon? Il faut qu'il comprenne qu'il a une tâche qu'il a très honorable, qui est de sauver l'âme d'un Indien. Alors il me dit, je ne sais pas comment il faut faire, ça s'attrape avec quoi? Sauf comment une âme avec un filet à papillon. L'Indien communique sa force à François Perrin pour traquer le mal. Mais parfois, sa lâcheté reprend le dessus. Il vous a soufflé au visage, c'est un geste méprisant, il veut vous humilier, il ne faut pas laisser passer ça. J'en ai marre de vos rituels à la con, j'ai peur, j'ai chaud, j'en ai marre. C'est quelqu'un que vous sentez proche de vous, qui est... Ça dépend à quel moment du film vous le prenez. C'est vrai. C'est-à-dire entre le début du film et la fin, heureusement qu'il y a eu ce parcours initiatique qui fait passer schématiquement ce personnage d'un abruti à un mec bien. Vous êtes toujours dans l'ascenseur et je vous conseille pas de descendre en marche. Vous avez une chance de vous en sortir si vous allez jusqu'au bout de la course. C'est quoi le bout de la course? En réalité, dans ces paysages grandioses, c'est eux-mêmes que ces chercheurs d'âme vont trouver au bout du chemin.
Un chemin semé d'embûches, d'aventures rocambolesques et finalement, nos deux complices ne regrettent pas d'avoir pris cet ascenseur, le spectateur non plus. On va pas recommencer, demain on met le pied. Demain débutent les défilés de prêt-à-porter pour l'été 97. Yves Saint Laurent a décidé de ne pas présenter sa collection en public, mais de recevoir des invités triés sur le volet par petits groupes dans l'intimité de ses salons de l'avenue Marceau. Parmi les heureux élus, Marie-Josée de Picard, Didier Dahan. Les défilés de prêt-à-porter commencent, mais cette saison, vous ne verrez rien de pareil à ces images d'il y a 6 mois. Cette semaine, de sa collection d'été 97, Yves Saint Laurent montrera simplement quelques modèles à quelques journalistes dans l'intimité de sa maison de couture. Déclinaison des thèmes devenus classiques du style signature YSL. Interprétation mondialement copiée du vêtement masculin. De ville ou de travail, complet veston, saharienne, smoking, combinaison de mécano, marinière. On appréciera d'autant mieux les détails que l'on peut les voir de près et presque tous sont contents. Aujourd'hui, 92 créateurs de mode qui viennent du monde entier, on peut dire d'une certaine manière que c'est une très grande réussite. Bon, pourquoi pas, mais on peut dire aussi que c'est une immense pagaille. Que tout le monde pense plutôt en matière de spectacle plutôt qu'en matière de vêtements. Alors, loin de la foule des curieux et de la bousculade des horaires qui se télescopent, la maison Saint-Laurent va montrer aux acheteurs toute la collection, aux journalistes quelques formules d'éternelle séduction. Il y a celles qui défilent et il y a ceux qui rament pour la traversée de Paris. Une compétition d'aviron qui a réuni ce matin sur la Seine 1300 rameurs. De bien belles images signées Emmanuel Beck. Dès qu'elle entre dans Paris. C'est la seule fois de l'année où les rameurs ont la possibilité de traverser Paris intramuros. Autour de ces quais fleuris, elle chante, 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 chante le jour et la nuit. Car la Seine est une amante et son amant c'est Paris. Elle traîne d'île en île, caressant le vieux Paris. Elle ouvre ses bras dociles au sourire du roi Henri. Indifférente aux édiles de la mairie de Paris, elle court vers les idylles des amants, des... 23h30, dernier journal en compagnie de Florence Daucher et ses petits bras musclés. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Leïla Chadid, déléguée générale de la Palestine en France, pour évoquer bien sûr la reprise des pourparlers israélo-palestiniens. Dans un instant, la météo, Nathalie Réoué, belles éclaircies demain à l'ouest. À 13h, vous retrouverez Patrick Chêne. Je vous donne rendez-vous quant à moi à 20h en vous laissant méditer ce proverbe. Dans la mare au mensonge ne nagent que des poissons morts. Excellente soirée, merci.